Bonjour à tous, merci de rester encore ici. Je crois que le débat qui va suivre va être absolument passionnant, donc je vous invite à rester malgré l'heure. C'est une table ronde un peu raccourcie par l'absence d'un de nos intervenants, mais on va réorienter les débats. Donc c'est une table ronde qui va partir en fait de l'impact du numérique sur la transformation publique ou sur le rôle de l'État. Et pour ça, en fait, je vais juste vous faire... C'est la fin du monde ou ça va? Je ne sais pas. Voilà. Donc, juste pour peut-être un peu problématiser cette table ronde et vous donner quelques pistes de questionnement, en fait, qui intéressent les chercheurs en économie publique et le régulateur et l'État en général. La première question, c'est... est-ce que ces transformations numériques doivent induire une régulation nouvelle, en particulier des plateformes numériques ou des plateformes qu'on appelle maintenant structurantes, donc des plateformes qui structurent le marché? Alors, donc, est-ce que le rôle du régulateur doit changer? On l'a un peu évoqué dans la table ronde précédente. Beaucoup de chercheurs à PSE travaillent aussi sur la question de la fiscalité numérique, par exemple. Est-ce que, par exemple, on doit... la France l'a fait, je ne vais pas développer le point, mais est-ce que la fiscalité doit changer? Donc, c'est une forme de régulation pour s'adapter au prix de transfert, à la mondialisation, à la délocalisation des activités, par exemple. C'est une première question. Est-ce que la taxation doit plus se faire sur la publicité ou pas? Est-ce que la régulation doit se concentrer sur la protection des données, sur la libre entrée sur le marché? Vous avez évoqué, enfin, ils sont partis, tout à l'heure le problème donc, de cartels possibles ou de ces grosses plateformes qu'on n'arrive pas ou peu à réguler. Donc ça, c'est une première question. Est-ce que la régulation doit changer, se doter de nouveaux outils? Et c'est une question qui intéresse éminemment aujourd'hui le politique, la nouvelle Commission européenne en particulier, et ça fait partie de l'agenda européen, avec le New Digital Act qui normalement devrait voir le jour. Deuxième question, la transformation numérique interroge l'action publique elle-même, c'est-à-dire la transformation de l'État lui-même. Henri Verdier reviendra sûrement sur ces questions-là, de c'est quoi ce nouvel État? Est-ce que l'administration numérique, c'est un autre service, un service différent? Donc, est-ce que les moyens de l'État ont changé? Qu'est-ce que l'État plateforme? Qu'est-ce qu'il appelle l'État plateforme? Et on va certainement y revenir. Et puis, troisième question, le numérique interroge le périmètre en fait, de l'action publique, le périmètre de l'État. Est-ce que l'État produit les mêmes services publics, les mêmes biens publics qu'au XIXe siècle? Certainement pas. C'est quoi les nouveaux biens communs que l'État doit assurer? Et là, on fera sûrement un focus particulier sur la formation, c'est-à-dire est-ce que le besoin des entreprises va se focaliser de manière plus importante sur ces nouveaux talents, ces nouvelles compétences, et donc est-ce que le rôle de l'État n'est plus d'assurer les utilities ou les infrastructures, mais d'assurer en fait la formation ou l'accès à d'autres biens communs d'ailleurs qu'on pourra évoquer. Voilà, ça c'est juste pour cadrer les choses. Je suis très très honorée et contente d'avoir ce débat parmi vous deux aujourd'hui. Donc je ne présente pas, mais rapidement, donc Henri Verdier aujourd'hui ambassadeur du numérique, après avoir été directeur de la NISIC, donc direction des, je sais plus, des services, direction interministérielle des services numériques, quelque chose comme ça, et avoir écrit beaucoup d'ouvrages sur ces questions-là, dont l'État plateforme. Et bien sûr, Maurice Lévy qu'on n'introduit pas, donc il va peut-être revenir sur ces questions de publicité, puis de l'impact en général, ou le besoin des nouveaux talents pour l'entreprise. Donc je commence à donner la parole à Henri, quand tu veux. Voilà. Bonsoir, très heureux d'être parmi vous dans cette ambiance de fin du monde où il faut venir comme ça dangereusement proche du périph'. Et donc on va se permettre d'être un peu détendu mais informel. Je vais répondre à tes questions mais en prenant mon temps sans être trop long. Moi j'ai créé ma première entreprise. On ne disait pas encore numérique, on ne disait pas encore Internet, on disait multimédia à l'époque, en 1995. Il y avait 15 000 internautes en France et j'ai une carrière au service de la transformation numérique des organisations principalement. C'est pourquoi je pose déjà là que je ne supporte plus l'expression transformation numérique des organisations. Je ne sais pas ce qu'en pense Maurice Lévy, vous le direz. Je pense qu'il faut même prendre acte. On est entré dans un nouveau monde, un nouveau régime. On essaie de bien faire nos boulots. Il faut tenir compte de la nouvelle donne, mais il n'y a pas une espèce de Graal quelque part qu'il faudrait comprendre, et si on l'a compris, ça sera réglé. Toutes les compétitions vont continuer, et ça se jouera sur un terreau numérique. Et il n'y a pas un guide de la transformation digitale qu'on pourrait suivre, et ensuite on aurait fini.
On pourra en débattre si vous voulez. Et notamment dans cette trajectoire qui commence à avoir un peu d'épaisseur, j'ai l'impression d'avoir traversé plusieurs époques. En 95, c'est 5 ans après la création du web. On discutait encore comme des fous de savoir si le lien hypertexte aurait des conséquences, et si les business models du gratuit étaient soutenables, ou si le Minitel, avec le micro-paiement à la durée de connexion, qui était quand même un business model génial, si c'était pas mieux, et si on ne pourrait pas forcer Internet à revenir vers de la durée de connexion. Ce qui, à mon avis, nous a fait perdre 30 ans. C'est pas le Minitel, c'est l'amour du business model où on payait à la durée de connexion. Et donc c'était une affaire d'innovateurs. Des gens inventaient des services, les premiers CD-ROM, les premiers sites ceci. Et très vite, la France d'ailleurs avait inventé du e-commerce mythique. Il y a eu une première vague d'innovation à succès. Après, j'ai vu l'époque de la disruption totale de filières industrielles entières, notamment dans les médias quand même. La musique, la télé ont été rudement secoués, se sont un peu énervés aussi. Donc on surpondérait le débat sur l'impact sur les industries culturelles. Et puis on voit aujourd'hui que, je sais pas, les banques, les assurances, etc., en mènent pas large en se disant si vraiment un jour ces innovateurs-là décident de nous disrupter, ils pourront le faire. Après, on a quand même commencé à avoir aussi de l'impact politique profond sur le lien social, sur le débat public, sur les ingérences dans les élections, sur la haine. On est un peu là-dedans, je crois, majoritairement aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais c'est aussi parce que je suis entre-temps devenu diplomate, ambassadeur pour les affaires numériques et non pas du numérique, je représente la France et pas le numérique, ça devient de la pure géopolitique. Et je voudrais d'abord poser ça là. On est maintenant face à une révolution qui a des accents géopolitiques. L'année dernière, 86% de l'investissement mondial privé sur l'intelligence artificielle, c'est ou la Chine ou les États-Unis. Plus la Chine que les États-Unis. Un premier axe très fort de cette dimension géopolitique, c'est qu'on est en train de se préparer, on va l'empêcher, la France, l'Europe vont essayer de l'empêcher. Mais tout concourt à une sorte de nouvelle guerre froide avec deux superpuissances qui s'affrontent dans une sorte d'indifférence générale aux conséquences pour le reste du monde. Quand le président Trump, en août dernier, décide dans le bureau ovale, signe un executive order interdisant de livrer Android à Huawei, il dit aussi, si les téléphones Huawei tombent en panne dans 6 mois, je m'en fous. Pas de bol pour nous, il y a 25% des téléphones en Europe qui sont des téléphones Huawei. Donc le président Trump, dans une décision assez solitaire, menace la sécurité, enfin la pérennité de 25% des téléphones d'Europe, sans penser à nous donner un coup de fil en disant, vous savez, j'ai fait un truc, il faudrait peut-être qu'on en parle. Donc ça devient de la géopolitique. La prochaine guerre locale, d'envergure un peu solide, commencera probablement par une cyberattaque massive et une panne d'électricité géante. En plus, en Europe, on est un peu bête parce qu'on a mis beaucoup de data centers dans un seul pays. Donc son réseau électrique est très 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 investi et très protégé aussi. Mais en gros, si vous coupez les courants en Irlande, vous bloquez l'Europe durablement. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les prochains conflits commenceront par du cyber. Et le problème du cyber, c'est que parfois on croit viser l'Ukraine et en fait on bloque le système de santé anglais et Saint-Gobain. C'est-à-dire ça va parfois beaucoup plus loin qu'on l'imaginait quand on lance la première attaque, quoi. Donc on est aussi dans de la géopolitique. Et je vais essayer de vous répondre aux questions, mais en se rappelant que voilà, c'est pas que des histoires de comment c'est pas seulement avoir de la croissance, avoir des PME, avoir de l'innovation et tenir son rang dans une compétition mondiale. C'est aussi un ordre du monde qui est en train de s'épaissir là et sur lequel il faut savoir si on décide d'être capable d'influer. La transformation de l'État, je viens de dire, moi je ne crois plus qu'il y ait un Graal avec une liste de la transformation digitale réussie qu'à suivre. Donc c'est plutôt que dans de très nombreuses dimensions, l'État est saisi par un nouvel ordre du monde et qui doit trouver les réponses adéquates. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé en rejoignant l'État, c'est de me dire, mais en fait, on l'a inventé dans un contexte qui était tellement différent. Parce que l'État, peu ou prou quand même, il est organisé de façon napoléonienne. Et d'ailleurs, ça a été brillant. À une époque, il faut y revenir, où, je ne sais pas, 80% des Français ne savent pas lire et écrire, où l'information est quelque chose de très rare et de très cher à produire, et où il n'y a pas de vrai outil pour se synchroniser et pour prendre des décisions vite et pivoter et changer de voilure, l'idée de prendre les tout meilleurs, de leur donner les pleins pouvoirs, de les mettre en haut de la pyramide et d'avoir des chaînes de commandement très claires, très lisibles, et des gens qui sont vraiment formés à obéir et à mettre en œuvre sans ambiguïté, etc., crée de la puissance. C'est une bonne organisation en 1810. Il ne faut pas se moquer de la bureaucratie. C'était une réponse adéquate à un état du monde. Et
peut-être vous le confirmerez, le secteur privé au début du XXe siècle s'intéresse à ces organisations puissantes et pour créer les multinationales emprunte de la bureaucratie à l'État. À l'époque, ça s'est passé dans ce sens-là, le transfert de compétences. Et les deux pays qui le font le mieux, c'est la France et l'Allemagne, et qui créent de la réelle puissance industrielle, des multinationales, et qui s'affrontent fatalement dans la Première Guerre mondiale, et organisant le suicide de l'Europe et ouvrant le champ à d'autres continents. Mais au début, on prend des idées qui viennent des États, et qui n'étaient pas stupides. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. La plupart des gens, on a amené 80% d'une classe d'âge au bac, et même si ça n'est pas le même bac, ils savent lire et écrire, et ils pensent qu'ils savent lire et écrire puisqu'ils ont le bac. Donc ils considèrent que leur opinion est légitime, et ils se mêlent du débat. L'information, elle est gratuite et surabondante. Il y a déjà une dizaine d'années, Peter Diamandis, le gars qui a inventé les X-Prize, avait dit le moindre guerrier Maasai qui a un téléphone portable a aujourd'hui plus d'informations que Bill Clinton dans le bureau ovale. C'était une image, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. L'expérience quotidienne, du moins d'entre nous, c'est qu'on nage dans un flot de données et qu'on sait plutôt qu'on ne sait plus comment les traiter que de savoir, mon Dieu, comment faire pour savoir combien il y a de prisonniers en France. Vous trouvez cette information. Et enfin, on a tous ces outils et ces méthodes d'organisation rapide, de boucles courtes, de WhatsApp, de chat, de Slack, de mail, de téléphone, instantané, tout le temps, qui font qu'on peut quand même... On n'a pas besoin de prendre 2 mois pour voir qu'on avait pris une mauvaise décision et dire à toute l'équipe et à toute l'administration que finalement, on repart dans l'autre sens. Et donc, on peut ouvrir le chantier à des approches, on a parlé de méthode agile à l'instant, plus fondée sur l'essai et erreur et l'apprentissage rapide. Je teste, je vois ce qui ne va pas, j'améliore, je reteste, je vois ce qui ne va pas, j'améliore, jusqu'à ce que ça marche bien. Donc c'est vraiment un contexte complètement différent. Moi, plus je bosse finalement, plus je résume la transformation digitale à ça. On sort d'un monde où les gens ne savent pas lire, l'information n'existe pas et on ne peut pas se synchroniser. On va dans un monde où les gens sont éduqués, il y a de l'information partout et on peut se synchroniser. Et alors pour l'État, ça l'attrape de partout. Et je vais faire plus vite. Ça l'attrape dans son efficacité. C'est vrai qu'il y a encore des poches entières de métiers qui sont faits de manière très servicielle au guichet, alors qu'on aurait pu aider les gens à régler les problèmes plus vite, tout seul, ou alors qu'on aurait pu leur donner les moyens de faire en ligne, à distance, etc., etc. On pourra parler des limites de la dématérialisation si vous le souhaitez. Personnellement, je pense qu'une dématérialisation réussie laisse un chemin pour ceux qui préfèrent le faire avec un humain, parce que sinon, on va quand même exclure des dizaines de gens, des milliers de gens, et faire un modèle à la Daniel Blake. Mais enfin, il y a aussi des gens qui préfèrent faire ça dans le RER en rentrant chez eux sur leur smartphone que d'aller se taper 2 heures de queue à la préfecture de police. On a beaucoup d'endroits où il reste des couches de bureaucratie héritées de l'ancien modèle et où on se rend compte qu'on peut faire des circuits très courts. Et je me rappelle, c'est une anecdote, mais quand je suis devenu directeur d'administration centrale, d'une petite administration centrale, on était 150, c'est quand même une petite équipe. Et je vois arriver le premier jour un parapheur avec 6 signatures avant la mienne. Je dis, c'est quand même pas possible. Non pas le parapheur, moi ça me gêne pas que les parapheurs soient en papier. Mais vous ne pouvez pas avoir 5 personnes avant moi qui prennent une décision dans un truc où on est 150. Donc j'ai dit, désormais, s'il y a 2 signatures avant la mienne, je ne signe plus. Il y a celui qui ordonne la dépense, celui qui vérifie si on a les sous et un contrat, et moi si les 2 ne sont pas d'accord. Mais il n'y a pas besoin de 6 personnes pour décider une dépense quand on est 150, quoi. D'ailleurs, à mon avis, nulle part. Parce que si on fait ça, on déresponsabilise les gens. Et c'est un rapport avec le numérique, ce dont je vous parle. On déresponsabilise les gens. Chacun croit qu'il y en a un autre qui a vérifié le parapheur, et à la fin, on fait des conneries. Il vaut mieux mettre de la traçabilité et de la sanction a posteriori que ces immenses contrôles a priori qui font en plus. Parce qu'en plus, pour avoir 6 signatures, le parapheur, il a tourné 6 jours, quoi. Forcément. Donc on a besoin d'apprendre les data-driven strategies, ça a été mentionné. Alors là, il y a des choses magnifiques à dire. Je ne sais pas ce que c'est devenu à Bercy, mais pas chez vous, à la DGFIP. Il y a quelques années, la Cour des comptes avait fait un rapport qui disait que, je crois de mémoire, 70% des redressements fiscaux étaient obtenus après 15 jours de contrôle. Donc la data-driven stratégie de base qu'un collégien peut comprendre, c'est de dire, donc je fais des contrôles de 4 semaines, et puis je passe à d'autres boîtes, et comme ça je trouve plus de fraudeurs. Mais l'inspecteur du fisc, il dit, moi j'ai ma liberté, et moi j'ai mon nez, moi je sais reconnaître un fraudeur, et si je trouve rien, c'est qu'il a vachement caché sa fraude, donc je vais faire 2 ans de contrôle, j'exagère, 8 mois de contrôle, et ce n'est pas efficace pour avoir plus de fraudeurs,
C'est pénible pour les entreprises qui n'avaient pas fraudé. Et je vous jure que si je recrée une boîte aujourd'hui, je mettrai une petite erreur dans ma compta pour me faire redresser en 15 jours et pouvoir passer à autre chose, quoi. C'est important. Et puis, il y aura beaucoup de choses avec l'IA. Je pense même que l'IA, ça peut être un avantage compétitif pour l'État, pour une raison simple, c'est que souvent, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est au fond de ramasser le savoir diffus de milliers de décisions humaines. Et nous, on a des milliers de décisions humaines. Au Quai d'Orsay, là, on a fait une petite expérience, mais je vous jure, ça a été une semaine d'un mec qui avait un DEA d'intelligence artificielle. On paye des milliers de gens pour donner des visas. Et pour donner des visas, on étudie les dossiers de visas. Et en fait, et on a aussi une base de données merveilleuse, c'est 25 ans d'archives des gens c'est la base Schengen, qui ont abusé de leur visa et qui n'ont pas respecté les conditions du visa qu'on leur avait donné. Franchement, une semaine, on peut prédire avec une fiabilité 1000 fois supérieure à l'œil humain les gens qui peuvent avoir leur visa sans problème. Et donc on ne crée même pas de problème éthique. On ne va pas refuser des visas avec l'intelligence artificielle. On va dire là, il y a un tas de dossiers, on n'a même pas besoin de les regarder, c'est oui. Voilà. Après, il faut expliquer à des milliers de postes dans les consulats qu'on n'a plus besoin d'eux, mais c'est une question difficile aussi. Mais je me suis dit en voyant ça, mais oui, le bon sang de bonsoir, l'administration, c'est des milliers de gens qui, depuis des siècles, donnent des subventions, font passer en classe supérieure, donnent des visas, etc. C'est une espèce de pure knowledge accumulé. Et on a aussi, comme on est de l'administration, on a plein de données, on a les stats, on sait qui, quand, quoi. Il y a 3-4 ans aussi, dans une autre start-up d'État, là, on avait mis 15 jours de data scientist. On avait montré qu'on peut prédire facilement 10 entreprises dans ma ville qui vont recruter sur mon métier dans moins de 2 mois. Je n'ai pas dit toutes celles qui vont recruter, hein, mais on trouvait 10 qui vont recruter dans mon métier sous moins de 2 mois, et que si on envoyait cette information aux chômeurs, on améliorait de 20% le retour à l'emploi. Parce que c'est pareil, on a 30 ans d'archives, des déclarations préalables à l'embauche, des DADS, tout ce que vous voulez. Ça permet d'éduquer des modèles de manière très facile. L'administration a une chance, c'est qu'elle a beaucoup de données. C'est le premier changement. Le deuxième, c'est des typologies que vous avez utilisées tout à l'heure aussi. Hein. Et ça devient plus intéressant, c'est effectivement nos logiques de délivrance de services. Comment on s'organise et comment on crée de la valeur, quoi. Moi, je crois que c'est pareil dans le privé ou dans le public, en fait, cette question. Donc, on était quand même construit, l'État, dans une logique un peu servicielle. Il y a des gens qui font le boulot, qui sont en guichet, qui accompagnent, etc. C'est vrai que là, on a beaucoup de choses à apprendre avec le numérique. Et c'est vrai que j'ai beaucoup promu les approches d'État plateforme. Alors là, je prends une microseconde là-dessus. D'après moi, et d'après un livre que j'ai écrit avec Nicolas Collin, si on regarde de près le cœur du cœur des stratégies des GAFA, c'est qu'ils savent devenir plateforme. Devenir plateforme, on peut le dire simplement, hein, on peut raffiner aussi, mais c'est dire les ressources dont je dispose, qui peuvent être de la donnée, de l'identité numérique, du paiement en un clic, un annuaire de tous les livres du monde, enfin, c'est pas toujours que de la data. Hein. Ces ressources, ça peut être d'avoir inventé l'iPhone, ça peut être d'avoir inventé Windows. Au lieu de tenter de les exploiter moi-même en faisant tout, je les ouvre en disant aux innovateurs, venez donc bosser chez moi, et je deviens en fait la base, le terrain sur lequel ils viennent bâtir leur création, quoi. Et je me débrouille pour prélever de la valeur ajoutée. Alors, si je suis Apple, c'est au fond, d'un certain point de vue, le plus réglo. Si vous venez dans l'App Store, vous paierez 30% de votre chiffre d'affaires à Apple. C'est une commission de diffusion, distribution plutôt faible d'ailleurs. Si je suis Google, c'est un peu plus compliqué. Je dis, peut-être je te proposerai de te racheter, puis si tu dis non, peut-être que je te copierai, puis si j'y arrive pas, peut-être que je te débrancherai. C'est pas dit comme ça, mais enfin c'est un peu comme ça que ça se passe si vous construisez vos services sur Google Maps. Si c'est Facebook, on vous dit si tu utilises une monnaie, ce sera le Facebook Credit. Si tu passes de la pub, ça passera par ma régie. Mais vas-y, fais ce que tu veux. Enfin, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils disent, Amazon, bien sûr, a été le premier à faire une magnifique stratégie de plateforme. Ils disent, utilisez donc ma ressource, innovez, surprenez-moi, faites des trucs auxquels j'aurais jamais pensé. On partagera la valeur plus tard. Et l'État pourrait faire pareil. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, la puissance publique a toujours fait comme ça. La puissance publique, elle a organisé la place du marché et elle a laissé les commerçants créer la valeur. La puissance publique, elle fait des villes, des routes, etc. en disant envahissez tout ça et de vos créations, de vos innovations et on partagera la valeur. Et on peut apprendre à devenir plateforme. On peut apprendre à partager nos ressources de telle sorte qu'on stimule l'innovation, que ça invente des nouveaux services et voire même qu'on puisse les réguler relativement aisément en disant, comme je vous ai ouvert le robinet à données ou à identité ou à ceci ou à cela, j'ai quand même mis quelques règles et si vous ne les respectez pas, je peux refermer le robinet. Il y en a un qui a fait ça très très bien, c'est le patron de Pôle emploi, Jean Basser. Et si vous allez voir l'Emploi Store sur le site de Pôle emploi, vous verrez une centaine d'innovations, toutes fondées sur les données de Pôle emploi.
Il y en a une quinzaine qui viennent de l'administration. Le reste, c'est des associations, des collectifs. Par exemple, il y a eu beaucoup de choses pour adapter les services de Pôle emploi au handicap. Et Jean, il a mis une règle en disant, je vous partage toutes ces données gratuitement. Il y a même un labo où vous pouvez venir innover avec nous pour mieux comprendre les métiers de la recherche d'emploi et tout. Si vous prétendez faire payer le chômeur pour la recherche d'emploi, je ferme. Donc il a mis une seule règle, mais c'est pas de business de la peur. Je ne fais pas payer le chômeur. Après, vous pouvez inventer des business models. Vous pouvez vendre des CV à des agences de recrutement, etc. Vous ne faites pas payer le chômeur. Je veux dire par là que devenir plateforme n'est pas abandonner les prérogatives de puissance publique. On peut mettre des règles et les faire respecter. D'après moi, le plus grand problème quand même dans l'organisation et la stratégie, il est managérial. Et je pense que c'est pareil dans le privé. C'est qu'aujourd'hui, si on veut... Il y a plein de talents incroyables qui ont envie de faire du service public et qui peuvent venir de partout, des ONG, des startups, de la recherche, des grands groupes, et qui ont envie de servir l'État et de servir l'intérêt général. Si en revanche on leur dit qu'il faudra qu'ils attendent 6 jours parce que le parapheur est en train de circuler pour acheter une clé USB à 20 centimes, ils repartent assez vite. Ils acceptent qu'on les paye 2 fois moins cher, mais pas qu'on attende 6 mois pour avoir une clé USB. Et aujourd'hui, si on n'apprend pas à autonomiser les équipes, à respecter leurs responsabilités, et ce qui est totalement indispensable si on veut parler des méthodes agiles dont parlait France Télécom, il y a une espèce de dissonance totale. Et pour moi, les stratégies numériques, maintenant, je les écoute d'une oreille distraite parce que je me dis, je veux voir la mise en œuvre, et est-ce que la mise en œuvre est faite dans le respect des autonomies des équipes qui les mettent en œuvre, et même dans le respect de la dignité des équipes. Parce que finalement, moi, j'ai fait beaucoup de choses avec les méthodes agiles dans l'État. J'ai fini par découvrir que les 2-3 développeurs qui sont en train de faire le produit, mais qui voient des clients tous les jours, ils savent mieux que le DIRCAP du Premier ministre, que le DIRCAP du ministre, que le ministre, que le directeur de centrale, que le sous-directeur et que le chef de bureau, si c'est en train de réussir ou pas. Mais si on ne leur laisse pas dire ce qu'ils sont en train de voir, et s'ils doivent obéir aux 17 autres qui sont au-dessus, ils ne feront pas le bon produit. Et un des problèmes quand même de l'État, au fond, un de ses handicaps, c'est sa logique budgétaire, qui fait qu'on décide du budget au début, qu'on le révise que à la baisse, et que donc on a écrit au début le plan, et qu'on peut passer 5, 6, et comme parfois on a des projets gigantesques, 10, 15 ans, à appliquer le plan alors qu'il n'a plus de validité. Je ne sais pas si vous savez tous que... Si. Notre-Dame-des-Landes, c'était un aéroport qu'on avait décidé de faire pour faire décoller les Concorde. Je ne sais pas si vous le savez tous, pour que le Big Bang se passe au-dessus de l'océan. Et donc vous avez vu qu'on a continué à essayer de le faire bien longtemps après qu'il n'y ait plus de Concorde, quoi. Ça, c'est le danger qui nous menace quand même dans les structures trop rigides. Et arrive, et je conclue avec ça, la question des missions. Et donc oui, bien sûr, on a de nouvelles missions. On a probablement à trouver de nouvelles sécurités, de nouveaux droits et de nouvelles protections. Et je crois que donc ce qui est attendu de l'État aussi est en train de changer. Et j'ai juste fait une petite liste, on va être concis, et puis si vous voulez qu'on creuse, on creusera tel ou tel point. Moi, j'ai envie de mettre très haut l'idée qu'il faut protéger quelques communs. Je le mettrai très haut dans la liste, en fait. Parce que, en fait, à titre personnel, ce qui me préoccupe le plus pour notre pays, c'est qu'un innovateur de base, privé, public, petit, gros, aujourd'hui, il peut pratiquement plus innover sans permission, puisque globalement, il va utiliser l'Apple Store, le Facebook Connect, le Google Maps, le PayPal, et il va signer des CGU, le droit californien, avec tous ces services, qui eux ont compris les stratégies de plateforme. Et en plus, dans ces CGU, on va veiller à ce que chaque fois qu'il gagne des données, il les partage avec la plateforme. Et donc, on part en asymétrie et on maintient l'asymétrie, puisque toutes les données qu'on génère... Donc, on ne pourra jamais renverser la table, puisqu'on aura toujours moins de données que la plateforme à laquelle on s'est accroché. Et pardon, mais ce soir, j'ai envie d'être un peu simple aussi, parce qu'on est venu de loin, on est fatigué, vous n'êtes pas très nombreux, donc on se dit des choses un peu rudes comme ça. Moi, j'ai compris ça assez jeune, parce qu'il se trouve que le frère de ma grand-mère, il était métayer. Il vivait à Narbonne, et on lui avait confié un bout de forêt. Il a passé d'abord 10 ans à enlever des souches, puis il a planté de la vigne, puis il a passé 20 ans à améliorer la vigne, et on lui a dit « Merci beaucoup, je reprends ma ferme ». J'ai toujours entendu ma grand-mère dire « Le pauvre, il a passé sa vie à cultiver la terre d'un autre ». Mais c'est ce qu'on fait avec les plateformes. On crée de la valeur sur une terre qui n'est pas à nous, et dont on peut nous exproprier du jour au lendemain, en disant « Merci beaucoup, je continue sans vous ». Et donc pour moi, c'est un grand péril pour l'économie française, ou européenne, ou mondiale d'ailleurs. Et il y a un bout de la réponse peut consister à se garantir qu'il y aura des ressources pour l'innovation qui resteront non privatisables.
Et c'est pour ça que j'avais prêté une grande attention à OpenStreetMap, à Wikipédia, à des alternatives qui soient libres, open source, contributives. Et si j'ai dit commun, c'est qu'en général, en fait, celles qui tiennent le choc face à un GAFA, c'est celles qui ont 10 millions de contributeurs. Et donc, c'est des OpenStreetMap ou OpenFoodFacts, etc. C'est finalement les seuls qui ont pu poser des lignes qui n'ont pas été secouées, comme la cabane des 3 petits cochons. Donc très vite, si on passe à ces questions de liberté d'innover sans permission, bien sûr, on va avoir, vous le savez sans doute même mieux que moi ici, à repenser l'analyse des monopoles et des trusts, etc. Globalement, on a construit un droit de régulation, un droit de la concurrence qui ne sait intervenir que quand la domination est caractérisée. Donc le point haut stratégique de quelqu'un qui peut tout gagner juste s'il claque des doigts, on ne sait pas le détecter. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai reçu des PME qui font la billettique en Europe, de billets d'avion, etc., et qui m'ont dit que Google avait pris 50% de part de marché en quelques mois aux États-Unis et avait dit maintenant je vais venir en Europe. Je n'ai pas vérifié par moi-même. Hein. Mais ils sont allés voir les autorités de régulation qui ont dit mais non, il n'y a aucune position dominante, ils n'ont même pas 1% de part de marché. Revenez nous voir quand ils auront une position dominante. Or, dire quelqu'un qui sait tout ce que vous cherchez, tout ce que vous avez consommé depuis 10 ans, et s'il se met à faire de la billettique, bien sûr qu'il peut prendre une position dominante en quelques semaines, il va falloir l'intégrer quand même. On ne peut pas se contenter de dire revenez nous voir quand ils auront 50% de part de marché. Et je ne dis pas qu'il faut leur interdire d'innover, loin de là. Je dis juste qu'il faut savoir détecter une position de domination systémique, même si ce n'est pas encore qu'on a plus de la moitié des boutiques, quoi. Et ça va être un grand défi. On aura bien sûr les questions de fiscalité, mais alors finalement, là, il me semble que la France a dégainé la première, hein, en disant, je fais court, hein. Au fond, on a inventé le système fiscal en disant la valeur, elle est à l'usine. Après, on a dit, ou alors au moins dans le bureau d'études et la propriété intellectuelle. Puis après, on a dit, oui, mais il y a des cycles commerciaux complets, il y a des... Mais c'était chaque fois essayer de ramener la valeur au lieu de la création. Et me semble-t-il, je serais heureux de savoir ce qu'en pense Maurice Lévy, dans le numérique, la valeur, c'est au lieu de l'expérience utilisateur, c'est au lieu du clic, c'est au lieu où on choisit, c'est au lieu où on est en contact avec vous. Un des autres raisons du succès des GAFA, c'est qu'ils vous parlent tous les jours. Ils savent toujours où vous êtes, ils peuvent vous passer des messages au bon moment. C'est le lieu de la rencontre, là, de l'expérience utilisateur qui est le lieu où on crée la valeur. Donc si on fiscalise la valeur à la propriété intellectuelle, on dit désolé, elle était aux Bahamas. Si on fiscalise la valeur au lieu où il y a un usager qui est en train de servir du service, on se remet d'équerre. Quand la France a dit ça il y a déjà 6-7 ans, on s'est juste dit nous-mêmes par un avis du Conseil national du numérique, ouais mais si on fait ça dans un seul pays, on se fait juste tondre par tous les autres. Donc on a commencé à aller expliquer ça à l'OCDE. Alors évidemment, ils ont dit, ah oui, vous les Français, on vous connaît, vous voulez toujours punir ceux qui ont du succès et inventer des nouveaux impôts. Donc on a encore perdu 5 ans. Mais vous avez peut-être vu qu'en septembre dernier, non, décembre, ça fait déjà un an, à l'OCDE, 129 pays ont dit, ça y est, on s'y met et on ouvre une négociation pour asseoir la fiscalité au lieu de l'usager et non pas au lieu de la production. Et j'en dis pas plus, mais il va encore falloir 10 ans de négociation. Les Américains viennent de dire qu'ils ne voulaient plus, finalement, alors qu'ils avaient dit oui. Et évidemment, ça va être compliqué. Chacun va faire un jour un total en disant, moi, j'ai des industries du luxe. C'est là, ils ont quand même une fiscalité très élevée. Est-ce que je veux vraiment payer l'impôt là où les gens la consomment ? Ça sera une question qui va nous faire peur à nous un jour. Mais si on veut faire face à la révolution numérique, il faudra en passer par là. Parce que sinon, on prend la valeur au mauvais endroit dans la chaîne de valeur. Et ça, c'est toujours très mauvais. On aura d'immenses questions d'éducation, bien sûr. Et pour en dire un seul mot à ce stade, si vous voulez qu'on creuse, on creusera. Moi, je pense que le vrai sujet avec le numérique, c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience. C'est comment je travaille, comment je me meus, comment j'agis. Souvent, les bras m'en tombent dans les programmes de sensibilisation au numérique. Ça ne sert à rien d'enfermer des gens et de leur passer des heures à leur expliquer l'histoire d'ARPANET, l'histoire de Google. S'ils prennent la mauvaise décision au moment où il faut faire un tweet, s'ils ne voient pas, je ne sais pas, je ne veux pas dénoncer les petits camarades, mais un jour, j'ai expliqué à la PHP que c'était peut-être pas malin d'abandonner à Doctolib la relation usagée. Ils m'ont dit, mais nous, on a les chirurgiens, donc on a la vraie valeur. J'aurais dit de demander aux hôteliers ce qu'ils pensent de Booking. Vous voyez, quelqu'un du numérique, il sait qu'on n'abandonne pas la relation à son client, un intermédiaire, que sinon il va fixer les prix. Ça se sait tout de suite, il n'y a pas besoin d'années de formation, c'est un instinct, quoi. Donc il va falloir trouver une éducation plus pratique, plus empirique, plus... savoir faire des choses. Si j'étais le patron de Sciences Po, je dirais aux gamins, vous avez un mois pour revenir avec 1000 followers sur Twitter. Ça serait de l'éducation numérique. Et sinon, vous ne passez pas en deuxième année. Apprenez à avoir 1000 followers sur Twitter.
Oui, il nous manque de ça, il nous manque d'épaisseur pratique et de sens de l'action. Et cette éducation, elle est importante parce qu'un autre grand sujet, j'ai presque fini, c'est la puissance de création. C'est que aujourd'hui, le numérique, c'est quand même une aventure de standard de fait. C'est des gens qui font des choses qui imposent la norme. Et l'Europe a peut-être la petite tentation là de dire je serai le continent de la régulation. Elle se félicite à bon droit du succès du RGPD. Mais non, il n'y aura pas de continent de la régulation. Il y aura un continent de création qui suscitera de l'envie, de l'enthousiasme, etc. Et quand je dis création, ça peut être les entreprises, ça peut être la recherche, ça peut être les artistes. C'est ceux qui font des choses qui marchent, quoi. Et donc derrière, il y a des politiques industrielles nombreuses et importantes. Et d'ailleurs, on a quand même pivoté finalement, parce que typiquement, quand nous avons créé Cap Digital en 2005, on était allé voir le cabinet du ministre de l'Industrie de l'époque, qui est maintenant commissaire européen. Lui, il savait ce que c'était les industries culturelles, mais son cabinet disait c'est quoi, industrie culturelle? Et j'avais dit, mais monsieur le conseiller, Pixar. Il m'avait dit, c'est quoi Pixar? Qui valait $1 milliard à l'époque. Bon, ça a bougé. On a inventé les jeunes entreprises innovantes, on a réformé le crédit d'impôt recherche, on a fait des pôles de compétitivité. On sait maintenant, je crois, on sait depuis NKM, je pense que les startups font partie de la puissance d'une économie, quoi. On aura besoin quand même, je rajoute 2 petites idées, de concourir à la stabilité du cyberespace. Je l'ai dit, aujourd'hui, Internet, c'est devenu un espace d'agression, un espace d'affrontement, un espace de guerre, un espace de piraterie, un espace de mafia. Il y a des choses à faire dans le droit international pour juguler les comportements des États. Il y a des choses à faire dans la cybercriminalité. Ça devient une des grandes missions des États. En tant que vieil informaticien, je pense qu'on fait aujourd'hui des systèmes plus frêles, plus fragiles et plus en danger qu'il y a 25 ans. Je pense que le cloud, qui est une bonne innovation technologique, a entraîné des habitudes chez les DSI qui sont inquiétantes parce qu'ils font du copier-coller de trucs sans trop vérifier d'où ça vient. Et ça ne nous a pas fait avancer dans la bonne direction sur la cybersécurité. Et donc les États ont vraiment quelque chose à faire. On aura peut-être quelque chose à faire sur cette géographie économique, puisqu'il y a des pays qui ont décidé de devenir des puissances technologiques incroyables. J'ai mentionné la Chine, c'est pas tout à fait la seule. Il faut décider si on laisse les bras croisés, si nous aussi, l'Europe, on a besoin d'une autonomie technologique, d'une stratégie d'autonomie technologique, ou si on pense que les relations commerciales sont suffisantes. Et puis pour moi, il y a un dernier énorme et grand sujet, c'est la régulation de ces contenus. Il y a 25 ans, j'étais du côté des libertariens qui disaient Internet, c'est la liberté, c'est la décentralisation, c'est ceci, c'est cela. Bon, d'abord, je voudrais juste dire avec vous ce soir que quand on est dans Facebook, quand on est dans Twitter, quand on est dans YouTube, on n'est pas dans Internet. On est dans une entreprise privée qui a designé un service au service de l'économie de l'attention, qui essaie de vous attirer votre attention en vous proposant des choses sensationnalistes, en vous proposant des choses que vous aimez, mais il y a un type à San Francisco qui s'appelle Tristan Harris, qui a créé le Center for Human Technologies. Il dit que quand je roule sur l'autoroute et que je vois un accident, je regarde, et c'est normal parce que je suis un primate, et quand il y a peut-être un danger, je regarde pour voir si je vais me faire manger. Et ça ne veut pas dire que l'autoroute doit me proposer un accident tous les kilomètres. YouTube, il vous propose un accident tous les kilomètres. Vous regardez une première fois, il vous en propose. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même une économie qui favorise le buzz, qui favorise la fake news, qui favorise le harcèlement, parce que tout le monde se coagule autour d'un pauvre adolescent, qui favorise les ingérences étrangères de ceux qui savent utiliser ces méthodes-là. Et là, le président de la République a ouvert sérieusement et solidement et au bon niveau le chantier de savoir comment on régule ça. Et c'est un chantier extrêmement compliqué, parce que pour la première fois peut-être, on doit réguler des sortes de nouvelles compagnies des Indes, des entreprises transnationales qui sont très puissantes, mais que nous ne reconnaissons pas comme des États, mais qui tentent de peser sur les décisions des États. Et je dis souvent, et je vais peut-être terminer avec 2 idées. Donc, la première, c'est qu'il y a une sorte de triangle de la mort, et si vous touchez un des côtés du triangle, vous avez raté. Un des pointes du triangle, c'est si on fait rien. Aujourd'hui, il y a des gamins qui sont poussés au suicide par du harcèlement. Il y a de la pédopornographie qui fait froid dans le dos. Il y a des pays, et plusieurs, hein, c'est pas du tout que les Russes, qui s'amusent à tenter d'influencer les élections. Et on ne sait pas encore s'ils savent vraiment faire basculer les élections, mais on voit qu'il y a des petits impacts. Et puis ils peuvent s'améliorer. Vous avez tous ces problèmes-là. On ne peut pas dire au peuple qui a élu le gouvernement, j'ai demandé de l'autorégulation et j'espère que ça va bien se passer. Vous auriez l'erreur de bâtir des systèmes de censure, de vérité d'État, de comités de supervision, de contrôle a priori, de blabla.
Elle ne nous menace peut-être pas trop en Europe. Il y a d'autres pays qui peuvent être tentés d'aller dans cette direction-là, quoi. Et puis vous auriez l'erreur de demander à M. Zuckerberg de régler le problème tout seul. D'abandonner la souveraineté du peuple souverain à quelqu'un à qui on dirait, s'il te plaît, enlève-moi le terrorisme des réseaux sociaux. Si c'était fait avec de l'intelligence artificielle, sans négociation, sans transparence, sans concertation, sans voie de retour, sans toutes les règles de l'état de droit, ça serait très dangereux aussi. Et donc en fait, il faut régler ce problème sans devenir des censeurs, en obtenant une coopération de ces entreprises, qui d'ailleurs veulent bien coopérer, mais juste n'ont pas forcément un instinct immédiat de l'état de droit, du fait qu'il faut être transparent, qu'il faut rendre des comptes, qu'il faut accepter la critique, qu'il faut répondre, qu'il faut des règles qui soient les mêmes pour tous, qu'ils soient compréhensibles, qu'ils soient débattus, qu'ils soient négociés, etc. Donc ça, c'est un vrai grand sujet. Mais je croyais provoquer Maurice Lévy, et j'ai appris dans les coulisses qu'il n'est pas complètement hostile à ce que je vais dire. Je pense qu'il va falloir vraiment ouvrir une discussion sérieuse sur cette économie de l'attention. Et au moins sur les transparences minimales requises avec cette économie de l'attention. Aujourd'hui, si vous allez sur YouTube aux US et que vous cherchez Mueller Investigation, vous savez, les investigations sur les supposées ingérences russes dans les élections américaines, 15% des réponses, ça va être une vidéo de Russia Today, qui est l'espèce d'organe de propagande délirant financé par un oligarque russe. Le peuple américain devrait dire, mais moi je voudrais savoir pourquoi mes enfants, 15 fois sur 100, c'est cette réponse-là qui sort. Et j'aimerais bien qu'on en cause. Je ne dis pas qu'il faut réguler, je ne dis pas qu'il faut interdire, je ne dis pas que c'est l'État qui doit faire les algorithmes. Je dis qu'il y a un vrai sujet de ce que devient la démocratie et qu'il faut décider qui a le droit d'en parler.